Thème 3, les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 1970 à 1991. Chapitre 1, la modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux. Cette vidéo est la deuxième d'un ensemble de 2 vidéos et elle se concentrera plus particulièrement sur les évolutions politiques. Dans cette vidéo, nous allons étudier les nouveaux équilibres politiques nés de la période des années 70 aux années 90. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au cas de l'Iran. L'Iran est une monarchie autoritaire dirigée par le Shah, Mohammad Reza Pahlavi. Ce pays a longtemps été considéré comme le plus moderne du Proche et Moyen-Orient. Cependant, il est gravement déstabilisé par la crise économique mondiale des années 70. Cette crise va fortement accentuer des inégalités sociales déjà présentes en Iran. Le Shah est soutenu par les puissances occidentales et plus particulièrement par les États-Unis. Cependant, beaucoup d'Iraniens rejettent ce soutien et vont se tourner vers l'islamisme politique qui s'est développé autour de la figure de l'ayatollah Khomeini. Des manifestations vont se multiplier, en particulier en 1978. Le régime, pour y faire face, devient de plus en plus répressif et finit par être lâché par les États-Unis. En janvier 1979, le Shah se voit dans l'obligation de quitter l'Iran, ce qui permet le retour de l'ayatollah Khomeini qui était jusque-là en exil. C'est le début de la mise en place d'un nouveau régime, d'apparence modérée, soutenu par les anciens opposants du Shah, que ces derniers soient des nationalistes comme des communistes. Le 1er avril 1979, la République islamique d'Iran est proclamée. Le régime est dirigé par un président élu, cependant l'ayatollah Khomeini garde une très grande place dans ce nouveau régime. Il devient le guide suprême du pays, dirigeant un conseil qui vérifie que les lois soient compatibles avec la loi islamique, la charia. Des luttes entre différentes factions se développent et secouent le pays. L'ayatollah renforce son pouvoir en s'appuyant sur le chiisme. L'islam politique devient alors une arme révolutionnaire en Iran. Le 4 novembre 1979, l'ambassade des États-Unis à Téhéran est attaquée par des étudiants armés qui protestent contre le fait que le Shah a été accueilli aux États-Unis. Une 50aine de membres de l'ambassade sont retenus en otage pendant plus d'1 an. Les États-Unis vont tenter de faire libérer ces otages en faisant intervenir les Marines, mais cette intervention échoue totalement, ce qui est une humiliation complète pour les États-Unis et le président Carter alors en exercice. Le 22 septembre 80, l'Irak de Saddam Hussein attaque l'Iran. L'ensemble des pays occidentaux soutient l'Irak. Or cette posture va renforcer l'islamisme de l'ayatollah Khomeini qui finit par triompher définitivement avec l'élimination en 83 des cadres du parti communiste iranien. Dans le sud de l'Europe, les dictatures qui survivaient encore vont progressivement se fragiliser puis disparaître. Le Portugal était dirigé depuis 1932 par Salazar, qui avait mis en place l'Estado Novo, ce qui veut dire l'État nouveau, un régime conservateur, catholique, nationaliste et surtout autoritaire. Ce sont des conflits dans l'empire colonial portugais, en particulier en Angola et au Mozambique, qui vont fragiliser le régime. La colère monte dans les rangs de l'armée et dans la nuit du 24 au 25 avril 1974, le mouvement des forces armées va remplacer la dictature par une junte de salut national qui va supprimer la police politique, rétablir les libertés et libérer les prisonniers politiques. C'est ce que l'on va appeler la révolution des œillets, un coup d'État qui met fin à la dictature. Salazar est remplacé par Caetano. Des élections libres seront organisées en 1975. Ces dernières vont être marquées par des tensions très fortes, des pressions communistes et même des tentatives de coup d'État. En 1976, le général Eanes est élu président de la République. Le droit de vote sera accordé aux femmes ainsi que le droit de grève et de nombreux droits sociaux. En 1986, l'entrée du Portugal dans la CEE, ancêtre de l'Union européenne, permet d'accélérer la modernisation du pays. L'Espagne, quant à elle, était dirigée par Franco depuis la fin de la guerre civile en 1939. Franco avait préparé sa succession, décidant que c'est le roi Juan Carlos qui prendrait sa suite à sa mort. Cette dernière survient en novembre 1975 et c'est en effet Juan Carlos qui prend le pouvoir. Cependant, contrairement à ce qu'avait pensé Franco, il prépare une transition vers une monarchie constitutionnelle. Il pousse l'ancien premier ministre franquiste Navarro à la démission, le remplaçant par Adolfo Suárez. Il obtient la légalisation du parti communiste et la liberté syndicale. En décembre 1978, une constitution démocratique est adoptée en Espagne. Malgré la tentative par le colonel Terrero en 81 d'un coup d'État qui va échouer,
Les socialistes remportent la victoire en 1982, permettant ainsi l'alternance. L'Espagne rentre à son tour dans la CE en 86, ce qui lui permet de confirmer sa transition démocratique. Cependant, des tensions demeurent, en particulier avec les velléités autonomistes du Pays basque. La Grèce était elle aussi une dictature, à laquelle on donnait le nom de dictature des colonels, dirigée par Georgios Papadopoulos depuis 1967. En février 1973, des étudiants vont commencer à manifester, et en novembre de la même année, une insurrection est menée par des étudiants de l'école polytechnique d'Athènes. La répression est terrible, et le pouvoir de plus en plus isolé. Ce dernier s'effondre en juillet 1974. Après 7 années de dictature, la Grèce redevient une démocratie parlementaire. Le parti Nouvelle Démocratie, dirigé par Constantin Karamanlis, remporte les élections de novembre 1974. Un mois plus tard, un référendum va approuver la Nouvelle République. La Grèce intègre elle aussi la CEE en 1981. Les années 80 sont marquées par la fragilisation puis l'effondrement du bloc communiste. La tension internationale liée à la guerre froide s'était renforcée avec la crise des euromissiles, la relance de la course aux armements, en particulier mise en œuvre par Reagan. La situation économique de l'URSS est par ailleurs intenable lorsque Gorbatchev arrive au pouvoir en 85. Il apparaît nécessaire de mettre en place des réformes pour assurer la survie de l'URSS et éviter sa faillite. Se met en place un ensemble de réformes appelées la perestroïka et la glasnost, une forme de liberté d'expression. Gorbatchev met également en place une politique de désarmement en signant avec les États-Unis des accords de démilitarisation. La décennie 80 marque l'effondrement des régimes communistes d'Europe de l'Est. Dès 1988, la Pologne va organiser des négociations avec le syndicat d'opposition Solidarność. Et le gouvernement se voit contraint d'accepter l'organisation d'élections libres en juin 89, qui consacre la victoire écrasante du syndicat Solidarność. D'autres pays du bloc vont négocier une transition démocratique plus pacifique, comme en Tchécoslovaquie, lors de ce qu'on va appeler la révolution de velours, ou en Hongrie. Cette dernière va d'ailleurs ouvrir ses frontières avec l'Ouest en septembre 1989. Cette ouverture de frontières va provoquer un appel d'air et des milliers d'Allemands de l'Est vont en profiter pour fuir vers l'Ouest. Dans la nuit du 9 au 10 décembre 89, les Allemands de l'Est vont prendre d'assaut les checkpoints entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, ce qui va aboutir à la chute du mur de Berlin, un des symboles forts de la guerre froide. Cela conduit alors à la réunification des deux Allemagnes le 4 octobre 1990, conséquence de l'effondrement de la RDA et du mur de Berlin. À l'inverse, si la Chine a libéralisé son économie, elle ne tolère aucune contestation politique. Un mouvement étudiant tente pourtant d'imposer des réformes au régime et occupe la place Tiananmen pendant plusieurs semaines. Cette dernière finit par être envahie par l'armée sur ordre du pouvoir le 4 juin 1989, les manifestants sont réprimés et cette répression fait plusieurs milliers de morts. Malgré l'effondrement des dictatures communistes d'Europe de l'Est, le régime de l'URSS dirigé par Gorbatchev tente de se maintenir. Mais la liberté d'expression induite par la glasnost aboutit à une contestation de plus en plus marquée, en particulier dans les territoires annexés en 1945 comme les pays baltes qui veulent retrouver leur indépendance. Gorbatchev est victime d'une tentative de coup d'État en 1990. Il est d'ailleurs de plus en plus isolé. Les républiques de l'URSS vont proclamer une à une leur indépendance et le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev reconnaît que l'URSS n'existe plus. En conclusion, les crises économiques qu'a connues le monde depuis les années 1970, qu'elles aient été engendrées par la guerre du Vietnam pour les États-Unis ou par les chocs pétroliers à l'échelle mondiale, déstabilisent profondément les économies et les sociétés, en particulier des pays occidentaux. C'est la naissance du chômage de masse et de sociétés de plus en plus inégalitaires. Dans le même temps, on note de grands progrès démocratiques, en particulier en Europe du Sud, et surtout l'effondrement du système bipolaire qui organisait les relations internationales depuis 1945. Se dessine alors un nouveau monde géopolitique, dans lequel les États-Unis sortent vainqueurs, à la fois politiquement, avec l'effondrement de l'URSS, mais aussi économiquement, car le libéralisme devient la norme. Avec la disparition de l'URSS, la Chine demeure la seule puissance communiste dans ce nouveau monde en recomposition. Created using Powtoon.